Bonjour à tous, bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Député Rassemblement National de la Somme, vous avez été président de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères qui a fait un peu polémique ces dernières semaines. On évoquera évidemment le sujet et le rapport de cette commission d'enquête. On parlera aussi, on commencera à faire un peu le bilan, un premier bilan de cette législature, puisque il y a un an, à cette époque-là, on était dans l'entre-deux tours des élections législatives. Et puis on va commencer par les retraites. Est-ce que la séquence est terminée ou pas avec le vote de la motion de censure qui a été rejetée en début de semaine? Je laisse Chantal Didier commencer. Tu as presque posé la question déjà, mais... Pardon. Oui, non, est-ce que le rejet de la motion de censure signe la fin de l'épisode retraite et acte la réforme, sans aller jusqu'à dire que ça la légitime? Est-ce que de toute façon, ça y est, la page est tournée? Ou est-ce qu'au contraire, comme la LFI, vous pensez que le combat continue? Bien, les Insoumis ont une double lecture, parce qu'ils disent que le combat continue à la fois politiquement dans le pays, avec les forces sociales et auprès des Français, mais aussi au Parlement. Ils semblent vouloir utiliser leur niche pour poser plusieurs fois l'abrogation. Moi, je pense qu'au niveau parlementaire, sans insulter l'avenir, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, ce serait compliqué d'utiliser ou de monopoliser toutes les niches parlementaires pour revenir sur une loi que, de toute évidence, les forces de la majorité et LR, de toute façon, bloqueront en commission. Donc je pense qu'il ne faudrait pas user une corde qui est déjà trop usée au niveau du parlementarisme. Par contre, dans le pays, en France, la blessure est béante. Et vraiment, moi, je l'assimile à la blessure du référendum de 2005. C'est-à-dire le déni démocratique par le fait de ne pas avoir entendu le vote populaire, que le Parlement, à la fois l'Assemblée et le Sénat, presque comme d'un seul homme, ait renié le vote du peuple. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné une déchirure, une perte de confiance dans un nombre très important de territoires et auprès de pans entiers de la population, dans les institutions et dans les capacités de leurs dirigeants, tout simplement à leur obéir. Bon, moi, je pense tout simplement que les hommes politiques, les élus, doivent obéir aux citoyens. Donc, quand il y a un flagrant délit de désobéissance aussi monumental, ça crée une blessure. Et donc, c'est pour ça que dans les sondages, on le voit depuis le début, d'un côté, les Français avaient anticipé que la réforme passerait pour des raisons institutionnelles, de gré et de force, tout en étant très opposés sur le fond. Et donc je pense que très tôt, les Français avaient compris ce qui se passerait. Et finalement, ce sentiment de blessure démocratique se paiera, à mon avis, plein pot en 2027. Et je pense que là, il y aura une explication de texte assez violente, si ce n'est pas aux élections intermédiaires. Si vous arrivez au pouvoir en 2027, ou avant, s'il y avait une dissolution ou je ne sais trop quoi, est-ce que vous revenez sur cette réforme? Oui, l'engagement est très clair. Nous abrogerons cette réforme au profit de la réforme des retraites qu'a proposée Marine Le Pen à la présidentielle, à savoir un départ à la retraite à 62 ans, sauf pour les personnes qui ont travaillé avant 20 ans, et selon l'âge de début de la carrière professionnelle, l'âge de départ sera entre 60 et 62 ans. Il y a la question de la réforme sur le fond et puis de la procédure. Vous qui faites partie de la commission des finances de l'Assemblée, est-ce que vous considérez que la proposition de loi d'abrogation du groupe Lyotte, et puis cette question autour de l'article et des amendements qui visaient à abroger la retraite à 64 ans, est-ce que factuellement, même s'il y avait une pratique qui pouvait être différente sur les propositions de loi, est-ce que vous considérez factuellement que ça tombe sous le coup de l'article 40 de la Constitution? Moi, avec le groupe, nous avons, mais je suis effectivement le représentant au bureau, il y a eu une réunion extrêmement dure entre, d'une part, le président Coquerel et le rapporteur général Cazeneuve et quelques députés comme Nadia Hay, qui ont voulu faire un abus de droit et un abus de lecture du règlement en forçant le président Coquerel soit à interroger, à prendre l'avis du rapporteur général, soit à prendre l'avis du bureau. Donc tout le monde, Charles de Courson, votre serviteur et les autres membres de la NUPES se sont évidemment
opposé à cette lecture du règlement. Les Républicains, c'était pas très clair. Mais non, pour moi, le président Coquerel a eu raison de ne pas appliquer l'article 40. Ce serait une limitation, au-delà des usages dont vous avez parlé, ce serait une nouvelle limitation très préjudiciable des pouvoirs du Parlement. Le Parlement est libre de gager, effectivement, il n'est pas libre de faire des dépenses n'importe comment, mais il est libre de gager les propositions qu'il soumet à leur pairs librement, voilà, et c'est pas au président de la commission des finances ou à la minorité présidentielle de décider si le gage est valable ou pas. J'ajoute que, en tout cas, ce qui concerne la lecture de la commission des finances, il y avait d'autre lecture. Moi, la lecture que j'ai proposée aussi avec Marine Le Pen, c'est que pour nous, cette réforme des retraites ne fait pas une économie réelle. La lecture de la réforme Fillon, la lecture qu'en fait l'adresse est très claire. La réforme Fillon n'a pas fait les économies escomptées puisqu'il y a eu un transfert de caisse. Il y a eu des économies sur la caisse vieillesse évidemment, mais elles ont été outrepassées, dépassées par les coûts engendrés par la caisse maladie avec les affectations de longue durée, par la caisse d'invalidité, les dépenses liées au handicap. Donc les dépenses sociales liées à l'usure d'un certain nombre de métiers en France, et il y a eu un transfert de dépenses et donc ce n'était pas une vraie économie. Donc a fortiori, le corps est encore plus fatigué entre 62 et 64 ans qu'il n'est entre 60 et 62 ans. Je peux vous le dire, dans la Somme, c'est un territoire où les métiers sont encore très difficiles, où il y a encore des pratiques d'un certain patronat qui ne sont pas très reluisantes sur les conditions de travail. Donc a fortiori, les difficultés liées au monde du travail entre 60 et 62 ans qu'on a constaté avec la réforme Fillon seront encore plus fortes entre 62 et 64 ans, où tout accident, toute détérioration malheureusement de la physiologie a des conséquences très lourdes sur le bien-être et sur l'avenir des personnes. Donc les dépenses engendrées par ce transfert de caisse sur la réforme Macron, si on peut l'appeler comme ça, je sais pas comment, ou du SOPT, vont être encore plus lourdes. Donc je pense que ce sont des fausses économies et que donc la loi Lyotte était d'autant plus adaptée que ça n'entraîne pas une accélération des charges. Enfin, la loi Lyotte avait prévu à son article 2 une conférence salariale contraignante et donc ne visait quand même à faire une réforme. Donc je pense que là, on a vraiment assisté à un hold-up, à une volonté de forcer les règles du Parlement. Ça veut dire que pour vous, parce que les réformes des retraites n'ont jamais été populaires par définition, parce que ça veut dire travailler plus longtemps, c'est-à-dire qu'au-delà des questions financières, que ce soit pour des raisons financières que vous évoquiez à l'instant, ou pour des raisons d'opinion finalement, quels que soient les curseurs qu'on puisse ensuite mettre sur la pénibilité, enfin il y a un certain nombre d'aménagements en fonction des professions et des parcours, il n'y a plus de réforme des retraites, en tout cas qui allongerait la durée de cotisation ou qui reporterait l'âge légal. Il n'y a plus de réforme des retraites possible et souhaitable, quelle que soit l'évolution de l'espérance de vie, du marché du travail, de financement. Effectivement, nous, on s'oppose à cette vision du monde du travail et du progrès social. Je m'explique. Pendant un bon siècle, l'honneur de la République, c'était de créer des conditions économiques et sociales, techniques, scientifiques, pour que la productivité du travail permette d'améliorer la vie des gens. Depuis 50 ans, une classe politique s'invente un courage en supprimant des droits sociaux et en abîmant la vie des gens. C'est une inversion totale du combat politique qui me semble très préoccupant. Moi, je suis désolé, je viens du monde de l'industrie. Je vois aujourd'hui un nombre considérable de champs d'application qu'on peut entreprendre pour améliorer la productivité, créer plus de richesses, améliorer les conditions de travail. Bref, faire en sorte que l'économie française en particulier et l'économie occidentale en général renouent avec la création de richesses permettant de dégager les ressources pour le modèle social, permettant de financer le modèle social. Donc en fait, au-delà de la question de la réforme des retraites, d'ailleurs on parle pour les finances de coups de rabot, pour les réformes des retraites de mesures paramétriques. Voilà. Donc c'est bien qu'on a abandonné le politique au profit d'une certaine technocratie, pour parler d'une certaine passivité intellectuelle. Je trouve qu'il y a une énorme fainéantise de la classe dirigeante française et occidentale en général, qui fait qu'on s'interdit dans les solutions possibles, non pas le grand soir, mais le fait de se retrousser les manches, pas pour faire souffrir les gens, mais pour robotiser différemment, relocaliser des productions industrielles avec finalement peu de main-d'œuvre, mais beaucoup de valeur créée. Là, M. Macron a visité hier, j'ai vu une usine de relocalisation de chaussures. Bon, on se rend compte qu'il y a énormément de robotisation, pas beaucoup de force de travail et beaucoup de valeur créée.
Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais si demain on relocalise massivement la production, il y aura pas, ça ne sera pas le retour de l'usine Renault ou des usines Saint-Frère dans la Somme. Ce seront des usines très robotisées, où la valeur ajoutée est produite de manière différente et où la taxation de cette valeur doit être envisagée différemment. Ce débat d'ailleurs avait commencé à être posé à la présidentielle de 2017 de manière assez intéressante. Je dis d'autant plus que ce n'est pas ma famille politique, c'était M. Hamon qui avait fait rentrer ce débat sur la nouvelle taxation de la valeur ajoutée par la pensée américaine, Stiglitz et compagnie. Ce débat doit se poser. Voilà. Mais il y a, je pense que le débat se pose très mal en France et qu'on accentue de manière irresponsable les logiques de classe. Et moi, je le vois qu'en député de la Somme, on a un retour pas de la haine, mais du ressentiment de classe entre un peuple qui subit des décisions qu'il estime, et je pense qu'ils ont raison, toujours plus injustes, toujours plus concentrés sur des gens qui ont des conditions de vie et de travail déjà difficiles, au profit d'un système qui ne veut pas se repenser. Voilà. Et je limitais toujours les réformes à des conditions paramétriques et en s'inventant du courage parce qu'on fait souffrir les gens, je crois que c'est un grave déni du politique. D'ailleurs, M. Macron l'avoue d'une certaine façon, puisque la réforme sur laquelle il a été élu la première fois était une réforme d'ensemble du système. Et finalement, cette réforme d'ensemble du système, on peut la contester, on peut en discuter, mais elle était moins injuste que la réforme paramétrique. C'est lui-même qui le disait, une réforme paramétrique pour les lois sociales, ou le coup de rabot qu'on va vivre sans doute au prochain budget pour les réformes financières ou les réformes fiscales, sont des facilités intellectuelles qui ne fonctionnent pas à long terme et qui créent beaucoup de ressentiment. Anne-Cécile. Bonjour, Anne-Cécile Robert du Monde diplomatique. Vous avez beaucoup défendu les droits du Parlement dans cette question des retraites, mais sauf erreur, Marine Le Pen insiste beaucoup, si elle était présidente, sur l'usage du référendum et donc sur un contournement du Parlement. Donc finalement, quelle est la vision du Rassemblement national concernant les institutions, le rôle du Parlement et éventuellement quelque chose de plus direct entre le chef ou la chef de l'État et le peuple ? Sincèrement, je vous remercie pour cette question parce qu'elle est vraiment très importante dans la vision des institutions qu'on a. Moi, on ne considère pas au Rassemblement national et d'une manière générale, on va dire dans la sphère populiste, qu'il y a une opposition entre le respect du Parlement et le référendum. La Constitution, la 5e le dit, la démocratie et la République sont assurées par la souveraineté populaire qui s'exprime de manière complémentaire par le Parlement et par le référendum. Donc la Constitution, dès son origine, envisage les deux procédures, pas en opposition, mais en complémentarité. Et moi, je ne vois aucune opposition. Je ne crois pas que quand on s'adresse au peuple par référendum, on contourne le Parlement. On fait un choix qui est différent, de la même manière que quand on utilise le Parlement, on ne contourne pas le peuple, si on le fait dans le respect, évidemment, du vote des Français. Donc pour moi, ce sont des choses complémentaires. Il y a des sujets qui s'y prêtent. Il y a aussi la capacité du référendum à contourner, non pas le Parlement, c'est vrai, mais une certaine haute administration, ou c'est pas d'ailleurs, il ne faut pas cibler les personnes, plutôt des habitudes. Quand un système, quel qu'il soit, s'installe, c'est aussi la base quand même de la réflexion sur l'équilibre des pouvoirs, il y a les 3 pouvoirs bien connus, mais il y a aussi, notamment en France, un pouvoir administratif. Je ne le critique pas, ce pouvoir administratif a fait de grandes choses et parfois protège aussi les institutions contre des turbulences ou contre des effets d'opinion ou des effets populaires ou qui peuvent être négatifs. Mais parfois aussi, tout système a ses aspects positifs, il a aussi ses aspects négatifs. Et il peut y avoir une certaine lenteur, une certaine paralysie du système, et la légitimité du référendum pour les grandes réformes permet de contourner parfois ces résistances administratives. Enfin, M. Montebourg a très bien décrit dans son expérience du pouvoir à quel point l'administration pouvait être un frein à des réformes d'ampleur qui peuvent s'opposer à certaines doctrines. Le Trésor, dans sa puissance réelle et dans les doctrines qui l'animent, peuvent s'opposer passivement ou activement à certains ministres qui soi-disant passent, ne font que passer. Et ils estiment qu'eux, ils sont la durée et que le ministre, il peut dire ce qu'il veut. Vous croyez à l'état profond ? Non, c'est ça, je voulais éviter cette forme d'état profond, parce que l'état profond, c'est un concept qui n'est pas français et qui a été lié à des théories négatives sur l'État. Moi, j'ai aucun sentiment négatif envers la haute fonction publique ou envers l'État. Il y a une permanence de l'État en France. Moi, j'ai une vision, si on peut dire, capétienne aussi des choses, c'est-à-dire que l'État français, la démocratie se construit aussi à travers ses serviteurs, que leur mission est noble, je crois au concept d'intérêt général, je crois au concept de service public, mais comme tout pouvoir, il a ses défauts et il peut avoir ses perversions au sens strict du terme, au sens étymologique du terme. Et que s'il n'est pas équilibré par le référendum, par un Parlement fort,
par aussi une classe politique qui est aussi au niveau, hein, il y a un tabou là-dessus, il faut le dire, bon, eh bien s'il n'y a pas cet équilibre des pouvoirs, chaque pouvoir peut abuser de ses prérogatives, et la haute fonction publique n'est pas préservée par nature de ces abus. Il faut veiller à tous les abus, quelles que soient les formes de pouvoir. Je disais tout à l'heure, il y a un an, jour pour jour, on était entre les deux tours des élections législatives. Quel premier bilan vous faites de cette première année de la législature, d'une façon générale, et puis concernant le groupe Rassemblement National, qui n'avait jamais eu, Front National ou Rassemblement National, autant d'élus ici au Palais Bourbon. On a beaucoup dit, et d'ailleurs vous l'avez reconnu, qu'il y avait un enjeu d'institutionnalisation, d'autres diraient de respectabilité à conquérir pour le Rassemblement National. Est-ce que vous considérez qu'à défaut d'avoir pu faire passer un certain nombre de vos idées ou de vos textes de façon législative, vous avez réussi cet objectif de la première année de la législature? Bah, écoutez, moi, à titre personnel, oui. Après, j'essaie aussi d'être objectif. Les retours de terrain que nous avons, même les commentaires des journalistes, de la presse, vont plutôt dans ce sens-là, vers une étape réussie de l'institutionnalisation et du comportement choisi par le groupe Rassemblement National et les axes et les grandes lignes qu'avait donné Marine Le Pen, qui sont en fait pas différents des lignes du marinisme depuis les premières victoires municipales, ou le fait qu'on ait eu une présence très forte au Parlement européen ou aux conseils régionaux. Ce n'est qu'un prolongement du marinisme. Mais sur l'année, elle est passée très vite. Je vois plusieurs choses. Première chose, le fait que, contrairement à ce qu'on pouvait croire, le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue ne remet pas en cause la Ve République, qu'il n'y a pas de paralysie des institutions sur les textes, on va dire, de bon sens ou d'intérêt général. On arrive à faire passer quand même beaucoup de choses. Il y a une opposition sur les textes politiques majeurs, parce que les Français n'ont pas donné tout simplement de majorité parlementaire à Emmanuel Macron, et ça, c'est la démocratie. Et donc on voit bien qu'entre le grand blocage qui menaçait soi-disant la démocratie française d'un côté, et de l'autre la passivité du Parlement, il y a une voie de passage qui s'est constituée, à savoir que le Parlement retrouve un rôle. Et moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce que le Parlement en tout cas l'Assemblée nationale, le Sénat avait déjà renforcé son rôle de fait au mandat précédent, notamment à travers ses commissions d'enquête, mais l'Assemblée retrouve une vie démocratique en fait normale, avec un contre-pouvoir normal, qui est la norme dans la quasi-totalité des démocraties occidentales. Par contre, ce que je trouve très inquiétant, c'est de manière informelle, c'est le niveau de haine qui peut exister dans cette enceinte entre des groupes politiques. Voilà. Et sincèrement, ce n'est pas spécialement nous, bizarrement. Alors nous, on est très attaqués, mais paradoxalement, ça ne fait pas l'objet de ressentiment humain. Par contre, le ressentiment qui existe entre certains groupes de la NUPES, les Insoumis et les Verts en particulier, et le Renaissance, les groupes Renaissance, est très impressionnant, en particulier en hémicycle. Ça a été peu couvert, mais il y a plusieurs fois où ils en viennent aux mains, aux insultes, de manière assez impressionnante, pareil au sens étymologique du terme. Et au bout d'un an, je ne sais pas comment on va pouvoir travailler dans cette ambiance. Et je pense que là, il faut que tout le monde redescende et qu'on en redevienne à des pratiques républicaines plus normales, parce que humainement, on a une ambiance de fin de règne ou de fin de mandat, d'exaspération, comme si le système était usé et réusé, qui, moi, je trouve assez préoccupante. Je ne sais pas si vous le percevez comme ça en tant que commentateur et journaliste. Pourtant, vous avez plutôt tendance à répondre que le Parlement français a vécu des moments encore plus intenses et plus violents même. Donc, qu'est-ce qu'il y a vraiment de neuf dans ce... Tout à fait. Là, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est que moi, par exemple, je pense quand même être une personnalité assez vindicative en séance. Mais quand je sors de séance, la séance est finie. Donc dans les couloirs, dans la buvette, dans les moments humains entre parlementaires, j'ai aucune agressivité, et il n'y a aucune agressivité particulière envers moi. Je trouve que dans les autres groupes, ça se poursuit au dehors de l'hémicycle, c'est ça, ou même en commission. Ça m'inquiète. Deuxième chose, effectivement, dans les moments tendus, notamment de la Troisième République, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la couverture médiatique, la pression médiatique permanente. Là, il y a un continuum de surveillance, entre guillemets, enfin en tout cas du fait que tout peut être politique. D'ailleurs, on le voit dans la perversion du travail de la commission, qui est filmée. Maintenant, la commission n'est qu'une petite hémicycle.
Et donc on a en permanence, il n'y a pas de temps de relâche, même humain, et on a l'impression que à tout moment, tout peut être politique, donc tout doit être politisé, et que toutes les relations humaines deviennent potentiellement des relations de conflictualité, non pas entre des êtres humains, mais des camps politiques. Et ça, je trouve que ça prend des proportions un peu hors de contrôle. Donc je m'inquiète parce que c'est aussi un peu à l'image des sociétés occidentales où ça peut partir très loin dans la violence. Et d'ailleurs, la violence, le retour de la violence politique, alors aujourd'hui, je touche du bois, ça atteint des proportions qui ne sont pas encore préoccupantes, mais enfin ça peut malheureusement aller très vite. Moi, je préfère prévenir que guérir. Donc les tendances que je relève m'inquiètent. Oui, bonjour, Adrien de Calan à l'AFP. Au bout d'un an, on fait un peu le bilan de chaque groupe sur le fond des textes. Et c'est vrai que même des petits groupes, Lyot, Horizon, ont des marqueurs. Et on a du mal à en trouver pour le RN. Est-ce que vous ne craignez pas d'avoir été un peu invisibilisé à force de notabilisation? Et j'ai un exemple du jour, qui est ce débat sur les déserts médicaux, où finalement on ne sait pas du tout ce que pense le RN de mesures de restriction à l'installation des médecins. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Apparemment, votre porte-parole est contre, les autres, pas forcément. Donc, que pense le RN de cette question? Alors, je pense que la réponse essentielle réside dans le fait qu'on est le dernier parti. Pardon, excusez-moi. Une des réponses réside dans le fait qu'on est la dernière force politique innocente, ou en tout cas sans bilan, sur la situation de la France. Ce qui nous met dans une situation particulière. À la fois une situation de cible, puisque, étant innocent, il y a une coalition des coupables pour se défausser de leurs propres responsabilités en faisant croire que c'est nous le problème. Et deuxième conséquence, c'est que parfois, nous ne pouvons pas prendre position de façon binaire, puisque nous contestons, par exemple pour la question de la santé, les responsabilités de ceux qui veulent proposer des solutions. Je m'explique. Aujourd'hui, on va gérer la pénurie de soignants. Cette pénurie est la conséquence de choix politiques sur la formation et sur des théories complètement stupides, pensant que la baisse des soignants allait entraîner une baisse des dépenses médicales, ce qui était la théorie, ce qui était théorisé, ce qui était pensé et appliqué. Ça paraît tellement absurde qu'on a du mal à le croire, mais ça a été pensé comme ça. Bon. Et donc, le fait qu'on s'oppose déjà à ce bilan peut effectivement rendre moins audibles les solutions qu'on propose. Et parfois, nous ne sommes pas d'accord avec l'opposition traditionnelle contre lequel on s'est construit. Et sur le désert médical, on est en plein dedans, c'est-à-dire que nous ne sommes pas d'accord avec les solutions soi-disant consensuelles de M. Valtou, qui pour nous ne sont pas consensuelles, et nous ne sommes pas d'accord non plus avec le fait qu'il faille rien faire. Donc en fait, le Rassemblement national proposera autre chose, sa propre voie. C'est vrai que c'est compliqué. Dans ce Parlement, c'est compliqué, puisque par définition, vous faites des amendements. Donc vous devez, c'est un peu le problème qu'on a eu sur les retraites aussi, vous partez d'un texte. L'amendement, c'est une nuance, c'est un changement du texte. C'est pas une réécriture. Si vous réécrivez tout le texte, ça n'a plus de sens. Voilà. Bon. Donc parfois, c'est vrai qu'on a une difficulté à se faire entendre là-dessus, parce qu'en fait, nous, on voudrait mettre le texte à la poubelle et faire un texte totalement différent, puisqu'on est effectivement en opposition totale avec ce qu'on appelle le système n'étant pas la démocratie ou les institutions, le système étant le détournement de ces institutions de leur but noble pour préserver une situation électorale ou une situation de pouvoir. Voilà. Après, les marqueurs, je vous trouve un peu... Moi, j'avoue que je n'ai pas du tout la même lecture que vous sur le fait que le RN n'a pas de marqueurs. Moi, quand je retourne en circonscription, quand je vois les sondages, les études d'opinion sur le RN, les marqueurs, ils sont très nets. Les gens nous reconnaissent. Sur la réforme des retraites, ils estiment que la réforme alternative qu'on propose, je crois que c'est un Odoxa, est la meilleure. Sur le pouvoir d'achat, que nos propositions, notamment sur la TVA, sont toujours estimées être les meilleures. Sur la sécurité et l'immigration, on a un tel ancrage sur ce sujet qu'on n'a pas besoin de faire de la surenchère et qu'on est identifié comme les meilleurs. Là, là-dessus, moi, j'ai pas spécialement, j'ai pas du tout le même retour, la même analyse que vous. Alors, je le comprends, il y a le biais parlementaire qui n'est pas une critique, mais pour moi, nos marqueurs sont très clairs. Et le choix que nous avons fait, c'est effectivement pour convaincre les Français que nous sommes une force d'alternance crédible, de ne pas être dans la surenchère permanente. Voilà, ça, c'est un choix que nous faisons volontairement, et au bout d'un an, je pense que, parce que pour des raisons hasardeuses, c'est le hasard qui a voulu que les Insoumis choisissent une stratégie strictement opposée. Ça aurait pu ne pas être le cas, tout le monde aurait pu prendre la même stratégie. Bon, les Insoumis ont pris la stratégie totalement opposée, faire beaucoup de bruit, être radical, et faire ce que moi j'analyse comme de la surenchère. Bon, ça ne marche pas.
Donc on a en direct une expérience politique. Sur les déserts médicaux, si vous aviez complètement le pouvoir et la possibilité d'imposer vos mesures, quelles seraient les mesures que vous prendriez ? Ben nous formerions en urgence en faisant des augmentations de compétences. C'est-à-dire qu'on ferait un recensement très rapide déjà de toutes les personnes qui ont arrêté, pour les remettre, pour voir les conditions qui permettent de les remettre. Il y a effectivement beaucoup de femmes médecins aussi qui n'exercent pas. Elles ont leur diplôme, elles n'exercent pas. Vous les obligez à exercer ? Non, il faut comprendre pourquoi elles s'arrêtent. Personne ne veut comprendre ou entendre pourquoi elles se sont arrêtées. Beaucoup d'infirmières, il y a beaucoup de soignants aussi qui sont dans des pays frontaliers, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. Et ensuite, je pense qu'il faut, et là il y a un tabou effectivement, enfin là moi c'est une position personnelle en tout cas, il y a un tabou de transfert de compétences. Je pense qu'on peut former de manière assez rapide un certain nombre d'infirmières qui ont déjà des qualifications supérieures vers la médecine. Et je pense qu'il faut penser ce transfert et cette augmentation de compétences de manière très rapide, parce qu'aujourd'hui, cette gestion de pénurie est complètement artificielle. Moi, je vois sur mon territoire, il y avait une maison de santé à Rubempré, il y a une nouvelle maison de santé avec des nouveaux avantages qui a été ouverte à côté. Et bien donc les médecins de Rubempré vont vers la nouvelle maison d'à côté. Bon, bah, ça ne change pas le nombre de médecins et ça ne change pas la pénurie. Donc là, on s'agite sur des choses, mais il ne va rien se passer. Enfin, pour le coup, M. Brun a raison. Le risque qu'on prend, c'est que les médecins se déconventionnent, choisissent de sortir du système de protection de sécurité sociale traditionnel, et cette gestion de la pénurie ne fonctionnera pas. Voilà. Et après, à plus long terme, moi je pense que la seule solution pour que des médecins et des soignants aillent dans des territoires qui aujourd'hui sont en déprise, c'est en fait de faire des bourses pour inciter des enfants, des jeunes, des étudiants de ces territoires à faire les études de médecine. Parce que les personnes qui vivent sur des territoires veulent revenir sur leur territoire. Or, ce que personne ne dit aujourd'hui, c'est que la sociologie des soignants, et en particulier des médecins, s'est tellement rétrécie sur un certain nombre de territoires et de classes sociales qu'en fait, ce n'est pas que les médecins ne veulent pas aller dans les zones défavorisés, c'est qu'ils n'en proviennent pas, ils n'ont aucune familiarité familiale, sociale, ou ils n'ont aucune racine dans ces territoires-là. Donc ils n'ont aucune raison d'y aller parce qu'en fait ils veulent juste retourner là où ils ont grandi ou dans des milieux sociaux proches de ceux où ils ont grandi. Donc tant qu'on ne rétablira pas l'ascenseur social et qu'en fait on ne favorisera pas l'émancipation et la formation de médecins, hommes et femmes qui viennent de ces territoires avec des bourses ciblées, eh bien ces territoires seront toujours dévalorisés. Pour poursuivre juste, avant de repasser la question aux confrères, la question précédente pour prolonger, est-ce que finalement ce n'est pas l'un des effets de votre stratégie d'institutionnalisation, ce qu'on a appelé parfois la stratégie de la cravate, qui vous a conduit à essayer de faire preuve de retenue dans les débats dans l'hémicycle, sauf peut-être, on se souvient de la polémique autour des propos de Grégoire de Fournas, de faire preuve de retenue sur la forme et parfois sur le fond, ce qui conduit certains à vous reprocher de cacher un petit peu votre jeu en réalité. Non, mais je pense qu'en fait, le Rassemblement national est vraiment devenu, enfin c'est pas devenu, c'est depuis longtemps, mais encore aujourd'hui, un objet politique qui en dit plus de nos adversaires que de nous-mêmes. C'est-à-dire que sur le Rassemblement national est projeté, on l'a vu aussi avec la commission ingérence, tous les fantasmes du système, du paysage politique français. C'est-à-dire qu'on est toujours soupçonné d'avoir un agenda caché, d'avoir un comportement dissimulé, de vouloir faire des choses qu'on n'avoue pas. Voilà. Et en fait, tout le monde, on est au centre d'une manière involontaire, au centre de toutes les stratégies politiques. Ils ont tous, on n'a pas de groupuscule anti-NUPES, un groupuscule anti-Renaissance, on fait notre combat politique. Eux, maintenant, ils ont tous, soi-disant, une équipe dédiée à nous combattre ou à débusquer des secrets ou à voir, peut-être qu'on dira en commission ce qu'on a caché en séance ou qu'on finira par dire en séance qu'on aurait caché sur les marchés. Bref, c'est vraiment je pense que pour ceux qui étudieront le paysage politique français dans 10, 20 ou 30 ans, il y aura un sujet sur, non pas le Rassemblement national, mais nos adversaires. Nous nous comportons, le marinisme n'est pas une théorie ou une pratique politique nouvelle. Nos députés se comportent exactement comme se comportent les maires élus en 2014 ou les conseillers régionaux élus en 2015. Et je m'étonne que, pas forcément la presse parlementaire d'ailleurs, mais ceux qui nous suivent en dehors du Parlement aient vendu cette stratégie de la cravate, puisqu'elle n'est absolument pas différente du comportement que nous avons dans les autres institutions ou même que nous avons dans l'organisation des fédérations. Et donc c'est vrai que je m'étonne de cette
étonnement, si je puis dire. Voilà, en tout cas, il n'y a pas d'agenda caché, surtout que bon, ceux qui quand même connaissent Marine Le Pen depuis quand même maintenant de longues années savent quand même qu'elle a une personnalité qui n'est pas vraiment faite de cachotterie. François Gervais, Horizon Politique, vous avez dit tout à l'heure que ne pas être dans la surenchère. Est-ce que sur le sujet de l'immigration, vous pensez que le LR a fait de la surenchère sur vos positions? Et êtes-vous d'accord avec... soutiendrez-vous, par exemple, le référendum et les propositions de LR? Toutes les propositions dont vous parlez sont des propositions issues du programme, sans aucune exception, de Marine Le Pen. Donc en fait, la surenchère des Républicains vient de l'écart entre ce qu'ils ont, leur pratique du pouvoir qui n'est pas si ancienne, leur réalisation, et ce qu'ils proposent aujourd'hui. La surenchère est évidemment toujours relative à un État normal, on va dire. Bon. Donc nous, oui, on soutiendra nos propres mesures, si vous voulez. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est seulement sur un an. Quand vous entendez M. Larcher, pendant la présidentielle, qui dit que constitutionnaliser, enfin réécrire, revoir la Constitution pour réaffirmer la prééminence du droit national sur le droit européen en matière d'immigration, c'était une atteinte, je cite, à l'état de droit pendant la présidentielle de 2022, et aujourd'hui c'est le programme qu'il porte en tant qu'éminent représentant des Républicains. Et ce sont des grands écarts, si vous voulez, que les Français voient, ou s'ils ne le voient pas, ils les ressentent. Et donc, effectivement, nos adversaires, pensant nous combattre, sont dans un processus en fait de validation de à la fois nos analyses. Ça c'est déjà le cas depuis un bout de temps, où on avait la fameuse remarque, ils posent les bonnes questions mais n'ont pas les bonnes solutions. Je crois que c'était ça, ou les bonnes réponses. Donc ça c'était déjà un acquis ancien. Du fait, bon, ils ont raison sur le fond, mais sur la Laurent forme. Fabius. Oui, je crois que c'était Fabius, effectivement. Et maintenant, non seulement ils partagent nos analyses, on le voit encore avec le discours de M. Macron hier en Ardèche sur la relocalisation stratégique, et maintenant ils valident nos solutions en les reprenant. Donc en fait, en pensant nous combattre, pour moi, ils rendent inopérants leurs prochaines attaques lors de la prochaine présidentielle. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Je ne vois plus trop ce qu'ils vont pouvoir dire. Enfin, ils vont trouver des choses. Mais pour moi, pensant nous combattre, ils nous valident ça, j'en suis persuadé. Le retournement de doctrine économique de la Macronie sur la vision de la mondialisation, la vision de l'industrie et de l'organisation des chaînes de valeur dans le monde, c'est un retournement doctrinal qui est considérable. Je vous rappelle que M. Macron disait à M. Montebourg, quand lui-même voulait relocaliser l'industrie en France, ici c'est pas Cuba, le Venezuela. Visiblement il a changé d'avis. Jean-Michel, pardon. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, Nouvel Économiste. Bon, vous refusez, vous acceptez, disons, l'action du gouvernement pour les affaires courantes, mais pas pour les sujets essentiels. Enfin, c'est très 4e République. Donc, la question, est-ce que le parlementarisme rationalisé de la 5e République, le 49.3, l'article 40, qui vous serait bien utile, par parenthèse, si un jour vous êtes au pouvoir, est-ce que ça veut dire que vous refusez tout ça? Et au fond, j'ajoute, est-ce qu'on ne peut pas dire, finalement, que la motion de censure, la censure ou pas la censure, c'est le couvercle qui permet d'être le juge de paix? Ah mais nous, on n'a absolument pas remis en cause le fait qu'on avait perdu la censure. On en a tiré les leçons politiques, à savoir que les Républicains n'étaient plus un parti d'opposition. Mais la censure, elle existe et nous, on ne la conteste pas. D'ailleurs, c'est aussi un des marqueurs, pour revenir sur ce que disait M. de Calan, par rapport aux insoumis, c'est que nous, un de nos marqueurs, c'est que nous ne remettons pas en cause les institutions quand elles ne nous plaisent pas. Voilà. Bon. Et je pense que ce marqueur va s'installer durablement dans le paysage politique français. Mais pour répondre à votre question, oui, la 5e République protège effectivement la gestion des affaires courantes. Donc les affaires courantes sont gérées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bien gérées. C'est un phénomène un peu à la belge. Effectivement, la Belgique a survécu à une absence de gouvernement, je crois, pendant 18 mois. Okay. Bon. Donc ce que je disais, ça reprend aussi ce que je disais sur la permanence de l'État, qui a ses avantages aussi. Mais pour répondre plus précisément, la difficulté politique énorme qu'il y a, c'est qu'on peut accepter la gestion des affaires courantes quand la situation économique, sociale ou sécuritaire, ou internationale en l'occurrence, est correcte ou n'est pas dramatique. Mais aujourd'hui, et c'est ce qui explique aussi un des succès des élections législatives l'année dernière que j'avais tenté d'expliquer à l'époque, le fossé entre la situation d'urgence sociale et économique que vivent les Français sur l'inflation, sur le niveau des salaires, sur l'insécurité, et l'inaction ou l'inertie du gouvernement
est très mal perçue et n'est pas comprise. Et là, il y a une distorsion qui s'installe entre la population française, en tout cas la grande majorité de la population qui a des difficultés ou qui a le sentiment qu'il y a un grand nombre de domaines où une action du gouvernement doit être plus urgente, plus radicale, la dégradation des services publics, l'école, l'hôpital, qui se constate à vue d'œil, et de l'autre côté, un gouvernement qui semble préoccupé et noyé dans des procédures ou qui effectivement ne gère les affaires courantes. Je suis désolé, des choses quand même qui sont des signes du temps. Quand vous avez M. Macron qui annonce sur ses réseaux sociaux des réformes complètement grotesques, dignes d'un secrétaire d'État, unification des chargeurs ou des batteries, je ne sais plus, des câbles d'iPhone. La semaine dernière, il a annoncé un truc complètement aussi anecdotique sur ses réseaux sociaux. Voilà. On a une action politique qui devient anecdotique. Et ça, c'est pas du tout la tradition française. Donc c'est d'autant plus mal vécu en France, où on attend de l'État un certain nombre de chantiers d'ampleur. Voilà. Donc au-delà effectivement de nos désaccords sur le fond, il y a une déconnexion entre l'urgence du pays et l'inertie gouvernementale. Oui, bonjour, Louis Guarino, journaliste indépendant. Une question européenne. Après la Finlande et la Suède, la victoire de la droite en Espagne aux élections régionales et municipales semble attester que la droite en Europe avance au plan global. En Italie, le décès de Silvio Berlusconi va attiser la refondation de la droite populaire, notamment le parti de l'actuel Premier ministre, Madame Meloni. Quel est l'état de vos discussions depuis le Parlement européen avec vos homologues? Et est-ce que vous êtes toujours sur la ligne pas d'union des droites, alors que Éric Zemmour, vous l'avez demandé, Marine Le Pen est toujours opposée? Est-ce que vous êtes toujours sur cette ligne par rapport à la droite populiste européenne? Oui, on sera toujours sur la ligne de Marine, refusant, contestant la pertinence de l'union des droites. Jordan Bardella continue sa tournée des capitales européennes pour rencontrer nos alliés, pour solidifier ce qui pourra être notre alliance aux européennes. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas spécialement d'informations sur l'état de ces discussions, donc je ne vais pas vous baratiner avec des informations que je n'ai pas. Sur l'analyse de fond, moi je suis toujours très prudent en bon souverainiste sur les parallélismes entre les pays européens. Je considère que les pays européens ont une diversité de cultures politiques, de sociologie, de structures familiales, de langues même, qui fait que chaque démocratie européenne a sa propre logique. Et c'est pas parce que ça arrive, il y a des phénomènes qu'on essaie de quantifier au niveau dans différents pays européens, que ça se reproduit ailleurs. Je pense que c'est des raisonnements très hasardeux. C'est d'ailleurs pour ça que fondamentalement, nous ne croyons pas au peuple européen, à l'opinion publique européenne, aux médias européens, et donc ne croyant pas à tout cela, nous ne pensons pas qu'une démocratie européenne soit possible, et c'est pour ça que nous pensons toujours qu'il faut une alliance des démocraties au pluriel européennes, d'une coopération, mais sinon je pense que tout ça est très artificiel, et les phénomènes qui peuvent exister, en particulier dans un pays comme la Finlande, qui a une identité culturelle très originale, avec la France, me paraît non pertinent. En tout cas, moi, je n'en ai jamais tiré de leçon dans la droite ligne de mes prédécesseurs, en tout cas de ceux que moi j'estime être mes mentors, et je m'en tiendrai là. Voilà. Et les analyses d'Éric Zemmour, écoutez, il y a eu un Vox Dei, Vox Populi, hein, c'est l'inverse, Vox Populi, Vox Dei, je ne sais plus dans quel sens c'est. En tant que laïc, ce serait plutôt Vox Populi, Vox Dei. Bonjour, Audrey Tizan, France Info. En parlant du bilan de votre première année à l'Assemblée, il y a aussi quand même un phénomène d'ostracisation, de digue républicaine qui existe et qui se voit au moment des votes. Vous n'avez fait passer aucune PPL. Les amendements, ça reste très compliqué. Il y en a quelques dizaines, je pense, qui ont dû passer. Voilà, comment vous analysez ça? Est-ce que vous n'êtes pas toujours victime de cette digue, de ce front républicain, finalement? Si, on en est évidemment victime, mais d'une part, nous n'avons jamais cru pouvoir, ne pas faire face à cette digue. C'est-à-dire le fait la stratégie d'institutionnalisation de Marine n'a jamais voulu aboutir
à détruire une digue que nos adversaires veulent de toute façon maintenir à corps et à cri, puisque c'est la dernière chose qu'ils ont à disposition. Mais je pense que ça leur porte grand préjudice dans l'opinion française. Tous les sondages d'ailleurs le montrent là-dessus, y compris chez les électeurs insoumis. Cette stratégie de refuser les bonnes idées quand elles viennent du RN, ou de voter, de redéposer un amendement déposé par Marine par exemple pour l'aide aux maires isolés, de redéposer le même amendement pour le voter, est absurde. Et d'ailleurs c'est d'autant plus absurde qu'Emmanuel Macron s'est fait élire en 2017 contre cette absurdité. Et donc le fait de reproduire au bout de 10 ans, c'était aussi la stratégie de Bayrou avant, le fait de reproduire au bout de, pas de 10 ans, au bout de 6 ans, la doctrine, enfin la pratique politique qui exaspère les Français et qui avait aidé à son élection, c'est une espèce de boucle bouclée qui fait qu'Emmanuel Macron, qui était à sa mesure un candidat anti-système, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a réussi à battre Marine Le Pen en 2017, est pris à son propre piège, et que c'est très mal vécu par les Français, qui voient ça comme une faillite de l'intelligence, une faillite de l'argumentation, et le fait d'opposer au Rassemblement national leur sectarisme est complètement absurde. C'est d'autant plus grave, c'est moins grave d'ailleurs pour les macronistes, que, alors LR c'est ridicule, c'est-à-dire la porosité des électorats est devenue telle que ce comportement des Républicains est suicidaire. D'ailleurs je constate que les Républicains les moins sectaires sont quand même ceux qui sont élus sur des terres où le Rassemblement national est très fort, mais des Insoumis, c'est aussi suicidaire, parce qu'en fait ils mettent en péril un certain nombre d'acquis sociaux, enfin de bénéfices sociaux. Ils préfèrent sacrifier par exemple des victoires sur les salaires, sur l'ISF, bref sur un certain nombre de marqueurs pour le coup importants de justice sociale. Ils préfèrent sacrifier des victoires politiques sur l'autel de leur sectarisme. Et ça leur est très durement reproché par leurs électeurs. Je le constate dans la Somme, et d'ailleurs ils ne sont pas très bavards en circonscription. Moi je le vois que M. Ruffin, je vous dis qu'il ne fait pas beaucoup de la publicité du fait qu'il refuse de voter l'ISF avec moi ou Mme Ménache dans la Somme. Il y a deux choses. Politiquement, la situation n'a pas changé, même s'il y a des individualités, M. Ramos ou l'autre Modem, d'ailleurs souvent ça vient du Modem ou d'Horizon, qui sont un peu fatigués et qui sont déjà, je pense, dans l'après-Macron, et qui en fait veulent faire passer leurs idées parce qu'ils ont leur propre agenda politique, qui donc sont enclins au dialogue, ou à l'intérêt général plutôt d'ailleurs. Et par contre, d'un autre côté, humainement, il y a des alternatives. C'est-à-dire que entre juin et juillet de l'année dernière, il y avait beaucoup de sympathie, et puis à la rentrée, ça s'est tendu, on n'arrivait plus à leur parler. Après, ça c'est avec la réforme des retraites, la gauche a tellement été odieuse qu'il y a eu un mouvement d'humanité normal. Et là, j'ai le temps que ça se retend. Voilà, visiblement, j'ai vu dans l'opinion d'ailleurs que visiblement il y a instruction de ne plus nous parler. Tout ça. Bon, tout ça est très artificiel, et les Français là-dessus, j'en suis sûr, ne sont pas dupes. Anita. Rien n'est impossible. Je pense qu'à terme, peut-être qu'un jour, on arrivera à avoir une politique commune de l'immigration. Mais il y a plusieurs choses. Déjà, la situation démographique des États européens est très différente. Vous avez des pays où ils sont totalement en faillite sur leur taux de natalité. Bon, des pays comme la France, où même si ça s'est dégradé, on n'est pas trop loin du renouvellement des générations. On est à 1,9 au lieu de 2,2. Bon, il y a des pays qui sont à 1,1 ou à 1,2, donc il y a une situation qui est très différente. Il y a une vision de l'assimilation et de l'intégration qui sont très différentes. La France est assimilationniste presque de civilisation. Les pays de l'Est, l'Allemagne, ne sont pas des traditions d'assimilation. Donc moi, j'avoue que je suis très pessimiste sur cette volonté d'harmoniser la politique migratoire européenne. Je pense que c'est quasiment impossible. En tout cas, la première pierre qui pourrait exister, le premier moyen commun, ce serait au moins le contrôle extérieur des frontières. Mais on voit que même là, il n'y a pas d'harmonisation entre des pays qui veulent utiliser Frontex comme un moyen d'accueil, de protection des populations, et donc utiliser Frontex pour récupérer les migrants en mer et les faire revenir sur les côtes européennes, et d'un autre côté des pays qui voudraient utiliser Frontex pour ramener les migrants de leur côte de départ, sauf si évidemment ils ont atteint une proximité géographique trop grande avec les côtes européennes. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a deux visions très difficiles, enfin souvent irréconciliables, et en tout cas c'est au détriment
dans notre analyse de la lutte contre l'immigration. Il y a eu un accord européen quand même sur le droit d'asile. Madame Meloni l'a approuvé d'ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet accord? C'est-à-dire qu'effectivement, les demandes d'asile se fassent plutôt à l'extérieur des frontières qu'à l'intérieur, en gros. Oui, alors, le problème d'un accord, c'est qu'il y a des choses, tout n'est pas blanc ou noir. Alors, la dernière disposition que vous avez donnée, oui, ça fait partie des mesures qu'on préconise. Après, le fait qu'il y ait une amende par migrant refusé par un pays européen dans la relocalisation, le fait même qu'en fait cette politique d'asile soit européanisée, comme vous l'avez dit, madame, moi, ça me pose problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'agenda de la Commission européenne et d'une majorité de pays européens, elle est d'accueillir plus d'immigration. Ils considèrent que c'est la seule façon de combler le déficit démographique. Donc on ne partage pas cette analyse. On estime que les préjudices du phénomène migratoire sont supérieurs aujourd'hui, en tout cas, à leurs bénéfices, au niveau national, mais même au niveau continental. Et donc c'est cet accord, on ne partage pas du tout sa philosophie. Il y a en fait un dévoiement du droit fondamental d'asile. Le droit d'asile est fait pour protéger les populations de pays en guerre, d'opposants politiques ou de minorités qui sont exposées à des violences, des tentatives d'intimidation sur eux ou leurs familles, voire évidemment de mort. Aujourd'hui, pour un nombre considérable de pays, il y a une notion de réfugié économique ou de réfugié bientôt climatique, qui n'est pas du tout l'état d'esprit de la Convention de Genève. Alors après, on peut interroger, on peut avoir un débat, d'ailleurs, sur le fait, est-ce qu'il faut élargir ce qui était, de manière très claire, l'esprit de la Convention de Genève à des nouvelles menaces, mais ce débat, il doit exister, et ça ne peut pas être un débat seulement de diplomates, de technocrates ou même de responsables politiques. C'est un débat qui doit être démocratique, parce que si le droit d'asile de 2023 ne veut plus dire le droit d'asile de l'après-guerre, ça doit être tranché par le peuple à un moment donné. On en reparlera évidemment quand le gouvernement aura présenté son projet de loi, mais sur l'immigration, est-ce que vous envisagez, même si ça ne correspond pas évidemment à tout ce que vous proposez, le moment venu de voter ce texte, de vous abstenir, ou est-ce que, un peu comme certains le disent chez les Républicains, sur ce sujet-là, ce sera tout ce qu'on propose ou rien? Est-ce que vous avez une position de principe, ou est-ce que vous considérez que sur ce texte-là, comme sur d'autres, vous pourriez soit le voter, soit à tout le moins vous abstenir? En fait, déjà, notre différence fondamentale avec les Républicains, c'est qu'on pense que ce texte ne peut pas être bon par essence. Pourquoi? Parce que c'est la noblesse de la démocratie. Le parti politique, les forces politiques liées à Emmanuel Macron, qui soutiennent son action politique, sont en opposition frontale sur la vision de l'immigration avec le marinisme, comme il l'est d'ailleurs en opposition frontale avec les insoumis. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est la noblesse de la politique. Vous avez des courants politiques, des idéologies qui s'affrontent, et les Français tranchent. Alors, ils tranchent sur un programme commun, donc ils peuvent être en désaccord avec une part du programme, même s'ils donnent la majorité à ce programme. Donc, on sait très bien que ce texte sera mauvais, donc notre position elle est assez simple, c'est qu'on peut soutenir des mesures qui vont dans le bon sens, par exemple, supprimer un certain nombre de recours pour expulser des personnes qui n'ont pas leur place sur notre territoire. Bon, il y a des mesures ponctuelles qu'on peut soutenir, mais le texte, dans sa philosophie d'ensemble, évidemment, ne le soutiendra pas, parce que c'est impossible d'arriver en compromis. D'ailleurs, on voit bien Madame Borne, pour le coup, ça a été peu dit, et ça m'étonne. Moi, je trouve que Madame Borne est courageuse dans sa vision de ce texte sur l'immigration, puisqu'elle assume une position politique qui est celle, pour le coup, sur laquelle elle a eu mandat. C'est-à-dire que les électeurs qui ont soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle et aux législatives avaient la vision qu'elle a de l'immigration. Donc le fait de vouloir aller contre ses électeurs, c'est quand même, là pour le coup, je suis obligé de reconnaître qu'elle est cohérente dans sa vision politique et dans les valeurs qu'elle porte. Et vouloir faire un accord avec les Républicains qui s'éloignerait considérablement des bases macronistes serait quand même aussi une remise en cause du pacte démocratique que les électeurs font avec ceux qu'ils ont élus. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de problèmes là-dedans. C'est pour ça que la seule solution, on en revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Madame du Monde Diplomatique, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, sur le référendum, c'est qu'à un moment, les circonstances peuvent faire en sorte que
le contrat électoral que vous avez mené, même s'il n'y a pas de mandat impératif, les valeurs sur lesquelles vous avez été élu ne correspondent plus, c'était le cas du dossier algérien, ne correspondent plus à un contexte politique, dans ce cas-là, vous devez renouer ce contrat, et c'est l'usage du référendum. Ouais. Il y a un certain nombre d'enquêtes de presse qui montrent que le RN va continuer à travailler avec une agence de communication qui s'appelle e-Politique, qui appartient minoritairement à des gens qui viennent du GUD, de l'ultra-droite, qui manifestent dans les rues de Paris avec des croix celtiques. Est-ce qu'il est normal qu'un parti comme le vôtre, qui souhaite se normaliser, continue à travailler avec ce type de personnes ou ce type de structure ? Écoutez, moi j'ai été extrêmement clair sur mes prises de position, d'ailleurs qui n'étaient pas off, qui étaient assumées. Et donc moi je me suis évidemment totalement rangé à la position que Marine Le Pen a affirmée dans Le Monde, à savoir qu'évidemment on n'avait pas à juger de l'action ou des convictions profondes de prestataires tant que ces convictions ne se traduisent pas en actes politiques. Donc il est impossible de travailler avec des prestataires qui font partie de ces manifestations. Et à ma connaissance, le parti est en train de mener toutes les actions nécessaires pour trouver une solution à ce problème que Marine Le Pen a non seulement soulevé, mais auquel elle a apporté une solution politique. En tout cas, à tracer une solution politique. Pour rebondir sur cette question et faire le lien avec la question d'Audrey Tizon tout à l'heure, qui n'a pas utilisé l'expression, mais qui tournait finalement autour de l'idée du cordon sanitaire que vous n'arrivez pas à briser ici à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça ne tient pas au fait que vous avez du mal à lever un certain nombre d'ambiguïtés, de soupçons qui peuvent exister sur les relations avec la Russie? On l'a vu avec la commission d'enquête, on va peut-être en parler dans quelques instants. Sur les liens réels ou supposés du parti avec un certain nombre de groupuscules ou d'organisations d'extrême droite. Thomas Ménager, par exemple, votre collègue, il y a quelques jours, quelques semaines, estimait qu'il faudrait vraisemblablement dissoudre le GUD. Est-ce que c'est une position que vous soutenez? Est-ce qu'il y a besoin encore d'un certain nombre de clarifications pour réussir peut-être à lever un jour ce fameux cordon sanitaire que vous déplorez encore? Bon, sur le cordon sanitaire, je pense que tout ça, ce sont des excuses. Mais pour vous répondre sur le fond, j'ai écrit avec Marine Le Pen une lettre très claire à Elisabeth Borne en novembre, demandant la dissolution de tous les groupes, non seulement utilisant la violence, mais aussi recourant dans leur thèse à la possibilité de recourir à la violence. C'est-à-dire que non seulement les groupes qui sont évidemment criminels, puisque utiliser la violence c'est un crime, c'est pas juste un délit d'opinion, mais même ceux qui, dans leur doctrine, considèrent que la violence est une solution politique. Donc on ne peut pas être plus clair là-dessus. Le GUD, de mémoire, je crois, moi je ne suis pas un spécialiste aussi de ces groupuscules, mais je crois qu'il a déjà été dissous dans l'histoire. Voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi en fait il existe encore. Donc moi je m'étonne, et ce qui est très troublant, c'est quand même la grande passivité des pouvoirs publics contre les groupuscules violents, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, et là on a un problème politique, c'est-à-dire que qu'il s'agisse du discrédit qui cherche à être porté au mouvement social via le laxisme ou l'inaction au moins des groupuscules d'extrême gauche ou d'individus réclamant des fameux black blocs qui la plupart du temps sont fichés et qu'on connaît très bien, qui appartiennent généralement à des milieux sociaux d'ailleurs qui n'ont absolument aucun lien avec la cause sociale qui sont censés qu'ils salissent, et les groupuscules d'extrême droite. Moi je ne comprends pas pourquoi ces gens ne sont pas dissous ou poursuivis. Je ne comprends pas. Voilà. Sincèrement, le fait de pouvoir se balader à Paris avec des croix celtiques qui sont évidemment une réminiscence indirecte ou directe de l'idéologie nazie, je ne comprends pas pourquoi c'est possible de faire des manifestations de cette idéologie. Voilà. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Audrey ? Pardon, je voulais rebondir tout à l'heure sur le texte immigration. Les PPL proposés par les Républicains, en l'état, vous les votez ? Admettons qu'elles arrivent telles quelles. Alors, moi, par définition, j'ai mon côté vieux républicain. Je ne vote jamais quelque chose que je n'ai pas lu dans le détail, et je ne prononce pas un texte que je n'ai pas écrit. Donc je n'ai pas lu, donc je ne sais pas. Dans les grandes lignes qui ont fait le coup, entre guillemets, politique des Républicains, oui, d'ailleurs ça a été reconnu et analysé comme tel
par tous les journalistes et les commentateurs que ça vient, tout vient du RN. Voilà, bon. Donc évidemment, on le soutient. Voilà. Mais, enfin, le soutien. Si c'était venu, on le voterait puisque ça vient de nous. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que les Républicains, quand ça vient de nous, ne le votent pas, ou prétendent que ça change la nature de nos propositions. Bon, c'est totalement... Mais une fois plus, moi, là, je crois que les Républicains pensent avoir fait un bon coup, mais qu'ils ont vraiment planté le dernier clou dans le cercueil qui était déjà bien construit, il faut le dire. Stan. Stanislas Noyer, journaliste indépendant. Vous dites que vous êtes désormais un parti prêt à gouverner, ou que vous avez parfois vous parlez du programme clé en main de Marine Le Pen. Est-ce que vous n'avez pas un gros déficit du côté du développement durable, de l'environnement, des questions qui sont quand même aussi très importantes aujourd'hui? Mais, je comprends votre question, mais je pense que là, on est un peu essentialisé. C'est-à-dire que c'est une déformation du débat politique en général et français en particulier. C'est qu'on interroge toujours les partis politiques sur les mêmes sujets. Donc il y a un débat à la télé ou à la radio sur l'immigration, on va inviter le Rassemblement national. Et donc on va développer nos idées. Bon, maintenant on est invité sur le pouvoir d'achat. Mais on ne va pas être invité, il y a un débat sur l'environnement, ils vont inviter un représentant des Verts et peut-être de Renaissance. Mais d'ailleurs les Républicains ne sont pas invités non plus. Et donc en fait on prétend qu'on n'a pas de programme écologique parce qu'on ne nous donne jamais l'occasion d'en parler. Bon, il y a un programme écologique du Rassemblement national. Un seul exemple, nous sommes les seuls à avoir quantifié correctement la quantité d'électricité nécessaire à la décarbonation de l'économie. Ça a été confirmé par RTE la semaine dernière. Le programme de Emmanuel Macron, je ne parle même pas du programme de la NUPES et de LR, était complètement déconnant sur l'électricité et l'énergie propre nécessaires à la décarbonation. Nous, on l'avait bien estimé. Donc pour un parti qui se désintéresse des questions de transition climatique, le fait d'avoir été le seul au térawattheure près, à avoir estimé correctement ce que de nécessité de la transition, prouve que c'est un sujet que nous travaillons sérieusement. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on travaille sérieusement, avec pas des coups d'éclat, mais pas des espèces de promesses qui n'ont ni queue ni tête, comme le fait la NUPES. Mais c'est aussi que nous sommes très peu interrogés dessus. Moi, ça fait 10 ans que je fais de la politique, 1 an que je suis député, je ne suis jamais interrogé dessus. Il y a un plan à la présidentielle qui s'appelle le plan Marie Curie, qui est un plan de transition énergétique. Il n'y a aucun papier dessus. Voilà. C'est pas une critique, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait son métier librement, mais ce plan, il existe. Bon, on a l'impression qu'il n'existe pas. Bon, il fait 30 pages. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de nos adversaires qui ont un plan de transition énergétique qui rentre dans le détail et qui fait 30 pages. D'ailleurs, j'ai vérifié, il n'y en a pas. Voilà, bon. Donc, beaucoup ont décidé qu'on n'avait pas de programme environnemental. C'est faux. Après, là, vous avez raison, parce que j'essaie d'être le plus honnête possible, c'est que le Rassemblement national, dans ses prises de parole, doit avoir plus de réflexes de lier nos propositions sur l'économie, par exemple, ou nos propositions sur le logement, à la question environnementale. C'est vrai que nous avons le programme et il faut qu'on ait le réflexe de valoriser ce programme. Là-dessus, je comprends votre question et je pense que c'est là que le travail doit être fait. Je n'ai pas répondu sur l'histoire des accointances russes. Oui, j'allais y venir justement parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là, peut-être parce que vous avez fait 2 conférences de presse récemment sur la commission d'enquête. Vous aviez reconnu au début, rappelez que c'est une commission d'enquête qui avait été voulue par le Rassemblement national, vous aviez reconnu au moment de son lancement que ce serait une façon notamment de laver l'honneur du Rassemblement national sur ses liens réels ou supposés avec la Russie. Est-ce qu'au final, lisant ce rapport, il n'y a pas que ça dans le rapport, mais qui qualifie le Front National puis le Rassemblement National de courroie de transmission vis-à-vis de la Russie, est-ce que vous avez des regrets concernant cette commission d'enquête? Est-ce que vous vous dites que vous avez raté l'objectif qui était poursuivi? Rater l'objectif, non, j'ai expliqué pourquoi. Par contre, est-ce que j'ai des regrets? À partir du moment où un message négatif passe, c'est que j'aurais pu faire les choses mieux. Voilà, quand même, il faut avoir un peu la modestie de reconnaître que sans doute j'aurais pu mieux gérer les choses. Après, sur le fond, en tout cas à court terme, à moyen terme et à long terme, je pense que les objectifs seront remplis. Je vais m'expliquer pourquoi. Première chose, certes, c'est une commission d'enquête qui a été demandée par le Rassemblement national, mais dans le contre-rapport que j'ai écrit, et même dans la conférence de presse dont vous parlez, j'ai expliqué que le Rassemblement national a demandé cette commission parce que les autres en parlent depuis 11 ans et ne l'ont jamais fait. C'est-à-dire que
les accusations d'ingérence étrangère dans le paysage politique français, qu'elles concernent M. Mélenchon avec le Venezuela, Cuba et compagnie, avec le Rassemblement national, avec aussi, de la part de nous, des accusations souvent sur l'atlantisme ou sur l'ingérence de la finance. Bon. Ces accusations ont atteint un point de toxicité inquiétant dans le débat politique. C'est-à-dire qu'il y a des débats qui se tiennent à la télévision, ici, où on ne parle plus des arguments, mais où on décrédibilise l'adversaire en l'accusant d'être un agent étranger. C'est un poison, et je suis sérieux là-dessus, sur la démocratie. C'est-à-dire que si il n'y a plus de débat démocratique sur le fond, mais sur la dévalorisation ad nauseam de l'adversaire, on en revient à ce que je disais sur les dangerosités et les dérives que l'on constate. Donc ça fait 11 ans que cette accusation est utilisée sans qu'un travail parlementaire ou même un travail judiciaire soit fait sérieusement pour savoir si oui ou non il y a des ingérences. Donc au bout de 11 ans, le Rassemblement national propose une commission d'enquête. Au début, nous ne l'avons pas proposé sur nos droits de tirage, on l'a proposé au bureau, c'est-à-dire que la séance, comme c'est le cas sur la commission d'enquête sur la vie chère dans les Outre-mer, la séance aurait très bien pu décider que cette commission d'enquête ne soit pas présidée ou rapportée par un élu RN, mais appartienne à l'ensemble des groupes. Ils l'ont refusé. Donc je suis désolé, la première chose qui est intolérable dans le débat politique français, c'est que soit il y a un problème d'ingérence et le Parlement doit s'en saisir, soit il n'y en a pas. Mais on ne peut pas en permanence parler d'un problème d'ingérence et ne jamais vouloir l'affronter. Donc dire que le RN a voulu manipuler ce sujet pour en faire un objet politique alors que nous n'avons fait que vouloir mettre ce problème au centre du débat, je trouve vraiment que c'est une accusation injuste et injustifiée dans les faits. Voilà. Et j'avoue que j'étais un peu déçu, je vous le dis, moi, de la couverture médiatique sur ce sujet, où les arguments de nos adversaires disant le Rassemblement national a voulu manipuler la commission, ça ne repose sur rien. Surtout pour des journalistes quand même, qui connaissent les mécanismes du Parlement, le Rassemblement national ne contrôlait pas cette commission. Le Rassemblement national avait 5 commissaires sur 30. Toutes les décisions de la commission sont, s'il y a un conflit, sont arbitrées à la majorité. Donc c'est Renaissance, par le simple nombre de commissaires qu'ils ont, qui contrôlait cette commission. Ce n'est pas le Rassemblement national. Le Rassemblement national l'a présidé. Et d'ailleurs maintenant, j'ai publié dans les pièces jointes l'ensemble des conclusions des bureaux qui se sont tenus. Vous pouvez constater que c'est Renaissance qui a mené l'agenda. C'est eux qui ont décidé des auditions que nous ferions et surtout celles que nous ne ferions pas. C'est Renaissance qui s'est opposé vainement, heureusement, à la publication des comptes rendus des auditions à huis clos. Personne n'a dit. Alors que c'est gravissime. Renaissance ne voulait pas que Madame Le Grip s'est opposée à ce que les auditions à huis clos, le compte rendu des auditions à huis clos soient publiés. Donc c'est pas nous qui avions caché quelque chose et qui voulaient manipuler les travaux, c'est eux. Voilà. Et le plus grave évidemment, c'est que rapporteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire je rapporte les faits. Ça ne veut pas dire je les interprète, ça ne veut pas dire je donne un avis politique, c'est je rapporte les travaux. Accuser le Rassemblement national d'une courroie de transmission s'oppose à l'ensemble des auditions qui ont été faites. Je mets au défi Madame Le Grip, qui ne l'a pas fait d'ailleurs, il n'a pas fait de conférence de presse, je crois que c'est inédit pour une rapporteure, de vous prouver qu'il y a une audition d'un institutionnel, d'un service de renseignement, d'une autorité judiciaire qui accrédite cette histoire de courroie de transmission. Moi, j'ai prouvé, j'ai apporté à votre connaissance des témoignages de la DGSI, de Tracfin, de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Politique, du Parquet National Financier, qui disent l'inverse, qui disent en France, il n'y a pas de parti qui soit dans les mains d'une puissance étrangère, c'est le verbatim de la DGSI, ou qui soit le relais d'une puissance étrangère. Donc le fait que la rapporteure porte une conclusion qui est frontalement opposée à une déclaration sous serment d'un directeur de la DGSI, c'est gravissime. Et parce que c'est le Rassemblement national, tout est permis. Eh bien, moi j'estime que quand on a une éthique républicaine, et je ferai quand même remarquer que pendant ma présidence, et ceux qui suivent, les journalistes qui le suivent ici le savent bien, il n'y a pas eu un incident. On m'a accusé de rien, même pas un reproche sur la façon dont j'ai présidé les travaux. Voilà. Donc, pendant 5 mois, tout s'est bien passé, et du jour au lendemain, l'ambiance est devenue absolument épouvantable. Donc le fait que la rapporteure prenne cette responsabilité me paraît extrêmement grave. Autre chose qui a été peu dit, elle remet en cause l'autorité de la chose jugée par la Commission nationale des comptes de campagne, qui a dit qu'il n'y avait pas d'avantage attribué par l'entreprise russe qui a racheté le prêt. Dans son rapport, elle remet en cause le fait que la Commission des comptes de campagne ait décidé qu'il n'y avait pas d'avantage. Pour une raison simple, s'il y a un avantage, c'est interdit. Il n'y a aucune interprétation possible de la loi.
un avantage commercial attribué par une entreprise privée, qu'elle soit française ou étrangère, est strictement interdit pour le financement des campagnes électorales ou de la vie des partis politiques. Donc soit la Commission a favorisé le RN, soit elle ne l'a pas fait. Mais il ne peut pas y avoir deux vérités parallèles. Donc en fait, on aboutit dans ce rapport à la dénonciation, soi-disant la dénonciation des vérités parallèles, des infox, tout ça. Et en fait, ce rapport est une vérité parallèle, puisqu'elle établit des conclusions que personne ne lit d'ailleurs. On reprend 3 mots d'un rapport de 200 pages, répétés ad nauseam, sans interroger d'où reviennent ces 3 mots. Et bien vous reprenez les 10 pages qui justifient, entre guillemets, ces 3 mots de courroie de transmission. Elles ne sont corroborées que, et c'est vérifiable et factuel, que par les déclarations de Mme Loiseau et que par les déclarations de M. Glucksmann. Je suis désolé, M. Glucksmann et Mme Loiseau ont le droit de témoigner, ils ont le droit de partager leur vision, mais leur jugement, leur opinion sur les positions politiques du RN ne sont pas de valeur équivalente à l'analyse statutaire, si je puis dire, institutionnelle, des services de renseignement, du parquet national financier et des institutions qui veillent sur les élections. Voilà. Le fait de devoir dire ça, ce qui me paraît une évidence, et ce qui serait une évidence dans n'importe quelle démocratie occidentale, prouve qu'on a quand même un problème avec le respect des institutions. Et je pense que malheureusement, comme ils l'ont fait avec le droit d'amendement, comme ils l'ont fait avec l'article 40, comme ils l'ont fait avec les niches parlementaires, où ils ont inventé l'obstruction gouvernementale, Renaissance, par panique, a dévoyé l'institution d'une commission d'enquête parlementaire. Et je trouve ça très grave, et je trouve ça un peu triste, que parce que ça touche le RN, on ne puisse pas le dire. Pour terminer sur un sujet d'actualité qui concerne ce sujet justement des ingérences, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a condamné ce qu'on appelle l'opération Doppelganger, qui est une opération, dit la ministre, de désinformation, d'ingérence numérique menée par la Russie avec un faux site du Quai d'Orsay mis en ligne, de faux sites de journaux. Est-ce que vous condamnez, vous aussi, cette opération ? Parfaitement. Non seulement je le condamne, mais je félicite les services de renseignement, en particulier Viginum, qui n'est pas un service de renseignement à strictement parler, mais qui en travaille avec eux, qui a donc identifié ces sites, parce que des moyens ont été donnés, qui travaillent bien. D'ailleurs, dans ce rapport, en fait, la bonne nouvelle, c'est que nos services protègent bien la France. C'est un peu triste d'ailleurs, parce que les Français qui ont pu entendre parler de cette commission d'enquête peuvent être inquiets en se disant est-ce que finalement on est protégé ? L'enseignement principal de cette commission d'enquête, c'est que nos services de renseignement, notre justice, protègent bien en fait la vie politique française des ingérences. Les médias, et c'est dit, c'est prouvé dans le rapport, protègent bien la vie démocratique française, puisque les médias français, il y a un écosystème qui fait que les fausses informations ne sont pas propagées par des médias à fortes audiences, comme ça peut être le cas aux États-Unis ou dans d'autres démocraties. Les infox ne prennent pas, les Macron Leaks en 2017 n'ont pas pris, parce que les journalistes français ont fait leur travail démocratique, que quand il y a une infox en France, elle n'est pas diffusée au-delà des réseaux sociaux. Donc cela fonctionne bien. Je trouve ça triste il y a tellement de problèmes qu'au lieu de se dire écoutez, en France, ça fonctionne bien, on en soit à vouloir voir des complots partout. Je trouve ça un peu triste. Par contre, ce que dit le rapport, et c'est avec votre sujet, c'est qu'il manque de moyens. Voilà. Il faut donner plus de moyens humains, plus de moyens financiers à la lutte contre les ingérences étrangères, puisque, par définition, les technologies de nos adversaires se renforcent, les moyens mis à disposition de la Russie ou des réseaux para-étatiques russes sont de plus en plus importants, nos hôpitaux sont touchés, les sites institutionnels sont touchés, et là il manque de moyens. Je finis là-dessus. La lutte contre la corruption, c'est un des impasses du rapport de Mme Le Grip, alors que quand on sait qu'elle ne cite qu'une fois le directeur de l'Agence française de la lutte contre la corruption, l'OCDE, qui est en charge au niveau pour tout l'Occident d'établir les étalons et les bonnes pratiques de lutte contre la corruption sont cités respectivement 1 et 0 fois, c'est très grave parce qu'en fait, et d'ailleurs c'est marrant, c'est Mme Loiseau qui l'avait dit dans son introduction, évidemment la lutte contre les ingérences passe par la lutte contre la corruption. Et aujourd'hui par contre, et moi je propose que la lutte contre la corruption soit centralisée sous l'autorité de la Première ministre, car la lutte contre la corruption doit vraiment être une des priorités de tout gouvernement démocratique, puisque la corruption est un poison qui atteint nos institutions de tous les territoires, de toutes les échelles, et qu'il faut beaucoup de moyens. Et c'est très difficile de prouver un pacte de corruption. Donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup de ressources humaines, beaucoup de technologie, et aussi de protection. Or, seule l'autorité de Matignon, je pense, peut donner la protection nécessaire institutionnelle aux personnes qui luttent contre la corruption, parce que s'il faut aller chercher de la corruption dans un ministère, il faut quand même une certaine autorité et une protection de l'État. On en revient au grand corps. On a un petit peu dépassé le temps qui nous était imparti. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bon après-midi et bon après-midi à tous. À vous. Merci.